Bienvenue à Bibliothèque Médicis. Je vous l'avais promis avec Monique Cantos-Perber, faire le point sur l'état économique et social de la France régulièrement au fur et à mesure de la campagne présidentielle 2007. Les enjeux restent les mêmes face à l'Europe, face à la mondialisation, et ils apparaissent davantage aux yeux des citoyens électeurs. Chaque jour, la confrontation des projets, quelquefois des promesses, fait rage, mais c'est normal et c'est de saison. À nous de démêler, si on peut, le vrai du faux, le possible de l'utopie, l'engagement de l'illusion. Bibliothèque Médicis, avec des artistes de l'économie et du social et des hommes dans l'action. Jean-Louis Borloo, merci d'être là. Aux éditions du Moment, vous publiez L'architecte et l'horloger. Les deux rôles se conjuguent pour vous. Absolument. L'horloger, parce que j'ai essayé de regarder, un peu comme un horloger regarde une montre, quels sont les quelques rouages qui fonctionnaient moins bien dans notre société. Et puis architecte, parce que moi, je souhaite vraiment un programme simple, sur 4 piliers simples, qui sont les fondements de notre société. On en parlera. Alors tout de suite, on se dit, vous proposez à la fois l'architecte et l'horloger, mais à qui? À Nicolas Sarkozy, dont vous êtes proche, ou à Bayrou, dont vous n'êtes pas très loin? Aux Français. Aux Français, mais oui, parce qu'il y a, je vais vous dire en 2 mots, puis comme ça, après, je pourrais aller où je dois aller. C'est-à-dire au séminaire du Premier ministre Dominique de Villepin, un des derniers séminaires, on en parle. Le dernier. Le dernier? Enfin, je pense, non, peut-être pas le dernier, vous avez raison. Non, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est... Je me suis occupé d'une ville qui avait connu un grand désastre, puis je me suis retrouvé au gouvernement, oui, Valenciennes, qui aujourd'hui va vraiment mieux, et puis je me suis retrouvé en charge de l'emploi, enfin, chose dure, quoi, hein, l'emploi avec le sentiment, chômage de masse, que ceux qui sont pas au chômage contre l'emploi sont un peu dans la précarité ou dans l'emploi discontinu, crise du logement terrible, terrible. Et puis l'équité républicaine, enfin la rénovation urbaine. Et j'essaie de comprendre pourquoi les Français avaient un tel cafard, alors qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont réussi, qui fonctionnent bien. On va le retrouver à travers les témoignages de tous ceux qui sont ici. Par exemple, Jean-Pierre Jouyet, pour 2 publications, c'est d'ici. N'enterrez pas la France, vous publiez chez Robert Laffont avec Philippe Mabie. Oui. Et puis je n'oublie pas que tout récemment, vous avez publié à la demande de Thierry Breton, et avec Maurice Lévy, un rapport sur l'immatériel. Et le sursaut que vous réclamez, pour pas qu'on enterre la France, et l'immatériel, c'est aussi lié. C'est lié dans la mesure où on est déjà dans une économie qui repose sur la connaissance, sur des technologies des communications, qui repose également sur le capital humain, et une économie sur laquelle nous n'avons pas de handicap naturel, ni en termes de matières premières, ni en termes démographiques, ni même en termes technologiques, puisque sur ces aspects, nous avons quand même des poids lourds. Donc nous avons là une opportunité effectivement de croissance, et un gisement de croissance qui est extrêmement important. Au moins 1%. Au moins 1%, oui. Bon, si on va le voir. S'organiser, si on s'est lutté contre les forces, le corporatisme et les faiblesses. Les forces, ce sont les Français, les faiblesses, c'est le système. C'est bien résumé, c'est bien dit. Oui. C'est vous qui le dites, à peu près. Jean-Paul Fitoussi, président de l'OFCE, grand observateur à qui rien n'échappe de l'économie. Vous publiez, comme chaque année, l'état de l'Union européenne, cette fois l'Europe des biens publics chez Fayard, à la presse de Sciences Po, et en plus ces petites feuilles qui ont l'air de rien et qui représentent le e-book que vous avez présenté tout récemment de campagne à l'usage des citoyens. Ça c'est révolutionnaire, c'est-à-dire on l'a dans la poche et on sait ce qu'on a à reprocher ou à louer chez Jean-Louis Borloo ou ses proches. Non, ou ses adversaires. J'espère que c'est plus que ça. D'abord, c'est un livre, il a 300 pages. Et il est divisé en chapitres, mais chacun peut choisir son menu. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est quitter un débat stérile sur des chiffres, sur combien ça coûte, pour aller sur un débat de fond qui consiste à la fois comprendre combien ça coûte, mais surtout concevoir combien ça rapporte et quelles sont les mesures d'avenir qu'il convient de prendre pour la France. Donc ça veut dire que calculer combien ça coûte, c'est pas l'essentiel. Non, parce qu'on ne sait pas combien ça rapporte. Écoutez, si j'avais calculé combien ça coûte, j'aurais jamais acheté mon appartement. Enfin, je veux dire, le chiffrage exemple n'a aucune signification. Et quand on vous dit... Alors, maintenant, le problème, ce que nous avons voulu faire, c'est un livre pour éclairer les citoyens sur les vrais enjeux, en partant d'un diagnostic, en disant quels sont les leviers, et en essayant
de montrer quelles devraient être les priorités pour l'avenir. Ben, Voilà. vous dites à peu près tous la même chose, mais on regarde, attendez, il y a un graphique. J'ai lu, Attendez, on va parler. Sur le coup, on peut avoir. J'ai commencé à lire ce qu'a écrit. Donnez-leur votre bouquin, votre bouquin. Il y a un graphique ici. Ah oui. Je pleure ou je ris après le graphique. Mais alors, ça montre la contradiction de la France. Vous voyez, il y a deux mesures de l'optimisme des Français. Hein. En haut, c'est la natalité, et on voit que les Français sont les champions de la natalité en Europe. Ça veut dire une certaine confiance dans l'avenir. Maintenant, le second graphique, c'est la réponse à la question est-ce que ça va bien? Eh bien, ce sont les Français les plus pessimistes de tous les Européens. Le hiatus, la faute à qui? Le hiatus, si vous voulez, il y a quelque part une lumière qui s'est éteinte, celle qui montre l'avenir. L'avenir existe, hein, mais la lumière s'est éteinte, de sorte que les Français ont l'impression d'une très forte dépréciation de l'avenir, alors que ce n'est pas le cas. D'accord, La preuve, personnellement, individuellement, ils s'engagent dans l'avenir en faisant des enfants. Et alors, à l'occasion de l'élection présidentielle de 2007, ce rendez-vous, il y a un Aladdin ou une Aladine qui va sortir. Exactement. Il faut montrer l'avenir. Celui qui ressortira sera celui qui montrera le mieux l'avenir. Voilà. Corinne Meyer, je suis content de vous voir, de vous recevoir ici. Vous avez fait un triomphe inattendu avec Bonjour Paresse en 2004 chez Michalon, et vous remettez ça avec Ceci n'est pas une lettre de candidature, tout ce que vous aimeriez écrire à un recruteur sans oser poster la lettre aux éditions 1001 Nuits. C'est dans la même veine. Oui, c'est une sorte de mini-happening sur le travail et le recrutement qui, à travers des lettres de candidature décalées et foldingues, pose des questions autour de la France et de la manière dont nous travaillons. C'est un regard contestataire et décalé qui poursuit la veine de Bonjour la paresse. C'est même un filon, non? Non, c'est pas un filon parce que j'ai écrit une dizaine de livres et il y en a que 2 sur le travail. D'ailleurs, je pense que c'est probablement celui-là est probablement le dernier parce que ça m'intéresse pas beaucoup en fait. Le travail? Non, le travail, c'est la forme moderne de l'esclavage, donc on ne va pas y passer des heures non plus. Enfin, je pense qu'il y a quand même des choses intellectuellement plus stimulantes comme l'art, la psychanalyse, la littérature. Et vous êtes aussi psychanalyste. Exactement. Et vous vous êtes installé à Bruxelles, vous avez choisi de vivre à Bruxelles, comme un certain nombre de milliardaires qui ont envie de la société française d'éviter d'avoir à régler des problèmes de succession, ou alors comme Johnny Hallyday, Corinne Meyer comme Johnny Hallyday. Johnny Hallyday est allé en Suisse, mais en fait on a un peu permuté parce que lui est belge et vit en Suisse, et moi je suis suisse et je vis en Belgique, donc c'est bon, voilà. Mais cela dit, c'est pas avec un seul livre qu'on paye l'ISF, et moi j'aimerais bien payer l'ISF, donc je postule. Si je postule à quelque chose, c'est précisément payer cet impôt si prestigieux. Mais sans trop travailler. Non, sans trop travailler, faut pas trop demander non plus. Mais je pense que pendant une campagne électorale, vous ne manquez pas de boulot, car tous les candidats et toutes leurs équipes recommandent quoi? Le travail. Oui, c'est terrifiant. Je trouve les mots d'ordre qu'on entend autour de la famille, du travail et de l'ordre sont accablants. La nation, la patrie, c'est aussi oui, c'est ça. vraiment, oui, ça fait très très peur, oui. Oui, pourquoi? C'est pas le travail qui vous gêne, c'est que ce soit un travail sans intérêt et qui laisse aucune initiative, aucune autonomie. Oui, c'est le travail comme activité obligatoire, effectivement. Oui, c'est pas le travail comme choix personnel. C'est choisi, bien sûr, c'est un jeu et un plaisir. Mais pour la plupart des gens, c'est quand même une contrainte. On peut noter avec Monique Antosperber que vous publiez 3 ans après le précédent livre. C'est-à-dire que vous travaillez aussi pas mal. C'est-à-dire, entre-temps, j'en ai publié 2 et j'en ai publié un autre en juin. Donc, voilà, donc quand même, je travaille un petit peu à mes activités d'écriture, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas trop non plus publier. Si j'ai bien lu, vous êtes aussi psychanalyste. Oui, il y a des gens qui viennent se mettre chaque jour sur votre divan. Oui, c'est exact, oui. Chaque jour, oui. Enfin, je le reçois tous les jours. Oui. C'est ouvert. C'est un plaisir ou un travail? Ah non, ça c'est vraiment, c'est un choix, c'est un vrai bonheur. C'est comme d'écrire, si vous voulez. On va vite, mais c'est pour vous présenter, mais ils vous connaissent tous. Et Corinne Meyer, vous avez fait des grands efforts pour être vidé d'EDF. Et apparemment, vous avez réussi. Il a fallu du temps et des arguments, ils vous ont viré. Oui, c'est difficile à obtenir, mais on peut être licencié d'une grande entreprise publique. Ça a été mon cas. Il faut dire que vous avez fait des efforts. Oui, il faut quand même y travailler. Oui. Et alors, vous notez que c'est en termes d'EDF, ou peut-être d'une grande entreprise, monsieur le ministre de la Cohésion et du Travail, une mise à la retraite d'office.
C'est le terme de l'entreprise. Alors je précise pour ceux que ça scandalise que je ne touche pas d'argent, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent que non seulement j'ai craché dans la soupe, mais en plus que je suis payé, qu'on me paye une retraite dorée, mais ce n'est pas le cas. Donc je ne touche rien, mais j'ai été mise à la porte et ça s'appelle mise à la retraite d'office. C'est le jargon en fait. Ça vous plaît. Vous dites j'ai 20 ans d'avance sur les gens de mon âge. Voilà. Bon, ils sont pas tous comme ça, heureusement, dans la société française, Jean-Louis Borloo. Il n'y a pas trop de Corinne Mayer. La principale quête sociale, c'est le travail et la méthode des vraies lettres de candidature, pas des lettres comme ça bidon. Et si dans votre livre d'entretien avec mon confrère Gérard Leclerc, c'était aussi une vraie lettre de candidature à un poste important? Non, c'est pas ça, je vous ai dit, j'ai essayé de comprendre. En fait, je me suis rendu compte assez simplement, au fruit de mes échecs, de ce qui a marché, de mes tâtonnements et de mes responsabilités. En fait, c'est un grand malentendu. On continue à faire comme si la France était un État centralisé, où tout procédait de l'État, et notamment dans les sujets de la formation, de l'emploi, du logement et de la justice républicaine. Alors qu'en réalité, c'est de tous les pays d'Europe, celui qui a le plus de légitimité éclatée, dispersée, d'opérateurs différents, et rien ne se fait à moins de 7 ou à moins de 10. Alors, clair, vous dites que la France n'est plus un pays centralisé où l'État est l'acteur unique. Absolument, ça reste un acteur essentiel qui doit fixer le cap, quelques grands choix, mais en réalité, dans la pratique, ce sont bien les autres acteurs qui, dans un diagnostic partagé avec une action commune, font. On bouclait ce matin le plan des seniors, de l'emploi des seniors, qui est un problème majeur de la société française. On a le plus mauvais score européen. On l'a fait avec qui? Avec les partenaires sociaux. Parce qu'il y a des sujets d'accords de branche, d'accords interprofessionnels, avec la télévision, parce qu'il y a de la communication, changer de regard, avec les directeurs des ressources humaines, avec l'ensemble, avec les chefs d'entreprise, avec les chambres de commerce, les chambres de métiers, bref. Avec la société française, on dit de 37%, objectif 50% dans 4 ans. Mais quand on fait la rénovation urbaine, on fait bien au même conseil d'administration avec un guichet unique, la CGT, le MEDEF, FO, la CFDT, la Caisse des dépôts, les villes, les régions, les départements, et l'État. Il faut des synergies. Il faut des synergies sociales. Notre problème, c'est que pour affronter les 4 sujets, formation, attendez, on est quand même un pays, excusez-moi de vous dire, il y a par classe d'âge 150 000 jeunes non qualifiés. Et on a des outils de formation exceptionnels. On est le pays qui avait inventé le CNAM. On a tous avec l'administration de l'éducation nationale. Non, monsieur El Kabbach, vous continuez à vous tromper. L'éduc, c'est un des acteurs. Mais à côté, il y a la formation professionnelle qui peut intéresser les jeunes, l'apprentissage, l'alternance. Oui, mais c'est pas la formation qui fait 150 000 ici qui sortent sans diplôme. C'est d'abord le système éducatif. Non, je vous explique. Vous avez 750 000 jeunes, puis vous avez plein de boîtes à former à des âges différents et dans des formations différentes et des financements différents. Eh bien, il y en a 150 000 qui passent dans les interstices. Moi, je souhaite que les grandes... Pourquoi l'école polytechnique a en gros pas beaucoup plus d'élèves que sous Napoléon? C'est-à-dire comme si on était propriétaire de la formation de l'X. Comme si les grandes écoles... Et l'école normale. Mais attendez, faut qu'elle ouvre l'école normale supérieure. Écoutez-moi une seconde, puis après je m'en vais. Je vous promets. Pourquoi il n'y a pas de passerelle des vrais? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des concours alternatifs pour les nouveaux talents, notamment de nos quartiers? On a 7 outils de formation qui ne se parlent pas. Les grandes écoles parlent aux grandes écoles, l'Uni à l'université, l'éduc à l'éduc, la formation professionnelle, la formation professionnelle. Attendez, à Valenciennes, j'ai à 5 km un lycée professionnel superbe avec des profs géniaux, un centre d'apprentis sur la même matière. Quasiment on est en train de fermer des classes dans l'un, alors que ça dégueule de l'autre côté et qu'on ne peut pas accueillir les stagiaires. Et pourquoi il n'y a pas de passerelle? Parce que nous n'avons, chacun est propriétaire de ses financements et de sa formation. Je souhaite qu'on se mette autour de la table et qu'on dise, voilà ce que moi je vais apporter. Moi grande école, moi apprentissage, moi alternance. Alors on peut pour dire avoir 100% de formation. Borloo. Parce que votre société de l'immatériel et de la connaissance, et je suis d'accord, c'est évident, c'est à la fois un enjeu économique. Enfin, bon, et on a un avantage compétitif. On peut avoir un avantage compétitif. Mais si on n'a que 3 cylindres sur 4, si on n'a que les 3 quarts de jeunesse qualifiée, et ben ça, ce pari, est-ce qu'on peut dire que pour l'architecte, on présente, pour l'architecte Borloo,
il y a 4 causes prioritaires, Oui. les 4 piliers. Et les 4 où on était les meilleurs il y a 30 ans. Attendez, il faut dire lesquels. Allez-y. C'est votre projet EFL. Et je le répète, pas de I, un seul F, E-F-E-L, et chaque lettre a un sens et une mission. Alors E, c'est comme emploi. Exact. Vous dites on peut faire mieux, on peut même faire 5% Mais évidemment qu'on peut faire beaucoup mieux. d'un emploi. Mais un contrat Qui de dit oui, progrès par c'est aussi dit oui. grande branche d'activité économique. Mais on a 50 branches d'activité. On fait un contrat de progrès, partenaires sociaux. Qu'est-ce qui bloque? Comment on débloque? On l'a fait sur les services à la personne pour enrichir en croissance, formation. On fait une agence d'information, puis on regarde comment chacun peut contribuer à 100% d'une place d'âge. Il n'y a pas de fatalité à rester à 9% de taux de chômage en France. Il n'y a qu'à regarder les autres. Oui, Mais alors, avant de reprendre les piliers, là, ce que vous diagnostiquez, c'est-à-dire cette hétérogénéité entre les différents types de ressources, comment y remédier? Est-ce que ça doit être une réforme institutionnelle, une réforme de structure qui met tout en communication? Est-ce que ça doit être des individus qui, munis d'atouts et d'informations surtout, sont capables de circuler d'un pôle à l'autre? Alors, qu'est-ce qui peut mettre en contact tout cela? C'est l'État, mais avec humilité, qui dit, bon les enfants, je vous propose là, tous par exemple en formation, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait 100% du classe d'âge formé. Est-ce que tout le monde est d'accord sur l'objectif? Je crois que tout le monde va être à peu près d'accord. Bon. Alors après, on va faire un diagnostic partage. Il faut partir par l'objectif. Et vous demandez à chaque structure, garde ta légitimité. Vos 28 milliards de la formation, c'est bien à vous, on va pas remettre en cause le paritarisme, mais comme on fait, voilà, sur un plan, par exemple, sur les plus jeunes, sur la plasturgie, sur les arts, l'objectif partagé. Le temps des guerres de structure, elle est terminée. Vous ne reviendrez ni sur la décentralisation, ni sur le paritarisme. Non, l'État impulse et il réunit. Quand il y a une difficulté en région ou dans le département, c'est bien autour du préfet que se fait la sortie de crise. Et pourtant, il n'a plus les pouvoirs opérationnels. Alors on continue. Les 4 piliers, on a dit la formation. La formation et républicaine. Moi, je pense vraiment qu'il faut un deuxième plan Marshall. On a fait celui de rénovation urbaine qui est en cours avec 35 milliards qui change vraiment la vie physiquement. Mais il y a un deuxième sur l'aide aux mamans, enfin la parentalité dans les quartiers. Et moi, je veux que 250 000 jeunes aient un contrat de professionnalisation, c'est-à-dire payé au SMIC horaire et formé 2 tiers privés, 1 tiers public. Ils choisiront. Il faut qu'on le fasse de manière extrêmement précise, avec un vrai suivi. Jean-Paul Fitoussi dit LOFCE, il y a une efficacité de la dépense sociale. Mais évidemment, mais quand on a fait le plan de cohésion sociale, souvenez-vous, on disait, ils ont encore dépensé de l'argent, on peut pas en termes budgétaires. D'ailleurs, Le Monde avait titré Harry Potter, il n'aura jamais les sous. En réalité, il n'y a rien eu de plus rentable pour le budget de l'État. Quand on triple les logements sociaux et qu'on fait la rénovation urbaine, quel est le secteur qui recrute le plus? Le logement, enfin la construction dans toutes ses dimensions. Donc la dépense sociale comme investissement. Mais évidemment, mais c'est un investissement, la dépense sociale. C'est le plan de cohésion sociale. Comment vous l'avez Attends, oui, mais il y a positif au budget de l'État. Il y a par rapport aux sommes consacrées, il y a de la dispersion pour pas dire du gaspillage. Mais non, actuellement c'est éclaté. Donc comme il n'y a pas de synergie de l'action, c'est l'eau qui, c'est entre les planches de bois, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de mastic, il y a un vrai problème auquel vous vous référez, qui est de nature corporatiste. Une structure corporatiste un peu du corps français où chacun veut garder son magistère. Vous avez donné l'exemple des 2 écoles à Valenciennes. Pourquoi il y en a 2 et pas une? C'est parce que chacun, il faut qu'il y ait 2 directeurs. Non, indépendamment parce que l'un c'est financé par la taxe d'apprentissage et l'autre par l'éduc, formation professionnelle. Donc il faut que tout le monde se parle. Il faut que l'État soit un passeur, mais il faut en même temps en finir avec une société trop hiérarchisée, comme elle est, et donc cloisonnée. Parce que hiérarchisée et parce que faite de pouvoirs éclatés. Voilà. Non, mais dans votre livre, ce qui est effectivement fort, c'est que l'on voit bien qu'on change de société. On passe d'une société qui est centralisée, jacobine, hiérarchisée, à une société qui est en réseau homogène et éthiquement homogène, à une société qui est d'une part ouverte sur les autres, qui est effectivement beaucoup plus variée sur le plan ethnique, où on doit mettre les uns et les autres en relation, en réseau. Et là où vous avez totalement raison, c'est que le rôle de l'État change fondamentalement. L'État devient un facilitateur.
L'État le sait-il? L'État le devient, c'est un des enjeux de l'élection présidentielle, c'est de voir comment vous passez d'un État qui a été construit sur une société, Jean-Baptiste Fitoussi a raison, très hiérarchisée, industrielle, à une société effectivement du réseau, que ce soit du réseau humain, du réseau technologique, du réseau social, et qui apprennent à faire du lien social en étant efficace. Je crois que c'est ça le principal défi. Je crois que le Jean-Louis Borloo le montre bien. Et on retrouve dans votre livre et dans la plupart des livres un fait, c'est que nous ne travaillons pas assez en France, c'est ça? Alors, j'ose pas le dire devant ma manière, mais ma conviction profonde, quand on regarde les statistiques, c'est effectivement qu'on a un problème de durée du travail. Lorsque vous la regardez, et problème de durée du travail et d'organisation du travail. Là, je parle sur le contrôle du ministre de l'Emploi et de la Cohésion sociale, mais pour un expert et pour un observateur, vous entrez aussi dans une société où l'organisation du travail va être quelque chose qui va être repensé, qu'on le veuille ou non. Assoupli par les réseaux. Sans doute plus simplement, oui, assoupli par les réseaux, où vous pouvez, quand vous regardez l'influence des nouvelles technologies, vous regardez tout ce qui est la législation sur le commerce et tout ça, vous pouvez acheter des DVD, vous pouvez acheter des disques, 24 heures sur 24, vous procurez n'importe quel produit, partout dans le monde, à n'importe quel moment. Si cela n'a pas d'incidence sur l'organisation du travail, l'organisation de l'ouverture, des horaires d'ouverture, tout. C'est formidable, on peut parler d'économie en termes simples et accessibles. C'est vous qui avez la réputation d'être de gauche, qui êtes un ami du couple Hollande-Royal de Jean-Pierre Minard, qui dit que le drame des 35 heures. Oui, c'est vrai, mais chacun doit reconnaître avec lucidité ce qu'il fait. Monsieur Borloo a dit voilà, qu'il y avait des échecs et des succès. Comme partout, il y a des échecs et des succès. Vous tenez compte également de votre recul. Et comme vous le savez, dans l'aventure humaine, vous devez regarder effectivement la licence qui a été faite. Je pense que les 35 heures ont été appliquées de manière beaucoup trop rigide et uniforme dans un certain nombre de C'est une question d'application ou de philosophie? Parce que ce qui était derrière les 35 heures, c'était quand même une véritable ambition de réduction de la durée du travail. Or, ce que vous critiquez, c'est le partage du travail. Le partage du travail, c'était un des objectifs des 35 heures. L'autre objectif était de pouvoir obtenir un maintien des salaires et le troisième objectif, plus de flexibilité. Mais il y a quand même une philosophie de la réduction du temps de travail que vous récusez. Non, je dis que si la réduction du temps de travail, on peut la souhaiter comme hier et on peut penser que c'est quelque chose qui va aller avec un certain nombre de gains d'activité économique. Mais ce que vous voyez, c'est que vous êtes dans une société internationale de plus en plus ouverte. Il y a une compétition sur la localisation d'activités, sur l'emploi, sur également un certain nombre de talents que vous devez tirer, qu'à partir de ce moment-là, l'organisation du travail ou un contingentement effectivement trop rigide de la durée du travail pénalise notre et dans Eiffel, je n'oublie pas que le ministre doit aller rejoindre le dernier séminaire du gouvernement Villepin. Dans Eiffel, il y a une lettre. C'est peut-être pas le dernier. Hein. Ou l'avant-dernier, ou l'avant-avant-dernier. Avant-avant-dernier. Ouais. Une lettre compte, la lettre L du mot logement. Parce que vous dites c'est l'origine de beaucoup de crises. Vous dites que ça a même moins de 20% d'effet sur la baisse du pouvoir d'achat. Ah bah c'est très simple. Hein, parce que là aussi, c'est des systèmes éclatés le logement. C'est plus juste l'État. Depuis 25 ans, on a transféré aux autres. Résultat, en 20 ans, en gros 80 à 2000, pour des raisons de réorganisation, on a construit 2 fois moins de logements que le besoin. 20 ans, la rareté a fait exploser les loyers. Si on avait fait comme les Belges, comme les Allemands, ou comme les Italiens, parce qu'on parlait de Bruxelles, 28% aujourd'hui, les loyers seraient moins chers. La plus grande attaque contre le pouvoir d'achat des Français, jusqu'à 3 000 €, ça a été la crise du logement. Et bien c'est pour la même raison, parce qu'on dit maintenant c'est les maires, mais c'est quoi le pilotage? C'est le 1% les partenaires sociaux qui gèrent les financements, mais quel est le pilotage? Les SA d'HLM, on les réorganise, mais quelle est leur mission? Voilà, on est resté. Alors c'est un coup de peau. On en fait 250 000, on aurait pu en faire 80 000, 300 000. Non mais il n'y a pas de coordination. Bon, eh bien, là aussi, il faut doubler la production sur des systèmes écologiques. Enfin, je veux dire, quel est le frein universel. Quel est le frein? Juste le diagnostic commun, se mettre autour de la table, discuter et partager, et puis que chacun. Tout le monde a envie de gagner. Tout le monde a envie de ça. Qu'est-ce que vous avez appris depuis que vous êtes ministre? Eh bien, en fait, que c'est incroyablement faisable. Le ministère du Logement a été rattaché aux affaires sociales. Vous vous rendez compte, a quitté l'équipement il y a 2 ans et demi. Alors c'est incroyable. Oui, c'est vrai, c'est un changement assez profond. On est venu quoi, à 5 types et femmes. On a triplé la production de logements sociaux à 5.
Ça veut dire quoi? C'est pas nous qui l'avons fait, bien sûr. C'est qu'on s'est mis d'accord avec Michel Delebarre de l'Union des HLM, avec les partenaires sociaux, avec l'Association des maires de France, puis on a fait le projet ensemble, puis c'est eux qui l'ont fait, et c'est bien eux qui l'ont réalisé. Donc, moi je pense, alors franchement, on peut avoir 100% d'une classe d'âge qualifiée, ça me paraît quand même pas être un truc insurmontable, d'abord parce que ça dépend que de nous. Arriver au plein emploi, mieux organisé, qu'il n'y ait pas 7 guichets pour le demandeur d'emploi, 7 guichets pour l'entreprise, enfin ça rime à rien, qu'on considère que toute personne qui souhaite avoir un emploi est une perle rare, qu'on le reçoive toutes les semaines. Formidable, vous parlez comme s'il était... Vous veniez d'arriver au poste de gouvernant et de membre important de l'État. Ça peut pas aller plus vite? Excusez-moi de vous dire quand même que... C'est allé vite. Attendez, doubler le logement en France et tripler le logement social en 3 ans, peut-être pas génial, mais enfin, lancer un programme de 35 milliards de rénovation urbaine, c'est peut-être pas génial, mais enfin, je pense simplement, je dis simplement, on va pas assez loin, il faut aller au fond, on met tout transparent, tout le monde. Aujourd'hui, il faut aussi que nous, les Français, arrêtent de penser que l'État est le principal acteur et demande des comptes à tous ceux qui sont en charge. Voilà. Oui. L'État est aussi responsable de c'est cela. lui qui doit garantir la solidarité et le genre. Et bien entendu, bien sûr, c'est 400 ans de culture. C'est 400 ans de culture dans l'État. Vous croyez que c'est en train de changer? Je vous laisse, moi. Encore une minute là. C'est un air concentré ou sceptique sur la photo? Bon, vous savez, ils ont trouvé une photo, ils l'ont trouvé pas mal. Je crois que c'est tout. Écoutez, vous avez l'air vraiment de croire en la réalité de l'action politique, mais je suis sa capacité à changer les choses. À une seule condition, oui. c'est d'arrêter de croire que c'est une ville comme Valenciennes quand elle se redresse. Vous croyez que c'est le maire avec son budget qui le fait? Quel est le premier acteur le plus important pour implanter des entreprises? C'est même pas la chambre d'industrie, c'est la chambre d'agriculture. Parce que c'est eux qui ont les plus beaux terrains, bord autoroute, bord à canal, relief fer. S'il n'y a pas une bande valenciennoise avec les syndicats, avec tout le monde, les services publics, mais jamais vous redressez ça, jamais. Donc en fait, la vie de l'action publique, c'est des paroles très peu, dehors, fortes, une grosse écoute et un projet. Il y a un très bon audit de la France dans le Figaro. Ouais, mais là, parce que je suis payé à temps plein pour faire mon job. Je poserai la question. Attendez, encore une question. Je vous laisse. Encore une question. C'est le séminaire de la nostalgie du passé. C'est bien pour travailler. Bon, allez, on y va, je vous laisse, bonne journée. Allez. Merci d'être venu. Saluez vos amis, éditeurs, d'être efficaces jusqu'au bout. J'avais une réponse rentrée sur le temps de travail. Oui, allez-y. Bon, d'abord, si vous cliquez à la rubrique « Combien de temps les Français travaillent-ils ?», vous avez une réponse comparative au temps de travail des Français. Vous vous apercevrez que, selon les critères utilisés, les Français ne travaillent pas moins que les autres Européens. L'Europe travaille moins que les autres régions du monde. Que les autres régions du monde, ça c'est une évidence. Maintenant, les 35 heures ont été une mauvaise réponse à une question profonde que les Français se posaient depuis 25 ans. Les Français désirent travailler davantage. C'est ce que signifie l'existence du chômage. Le chômage, c'est le fait que les gens veulent du travail mais n'en trouvent pas. Bon, ils désirent travailler davantage. Et si on... Ils désirent travailler. Ils désirent travailler. Et lorsqu'on laisse le chômage non résolu, ça signifie qu'on ne satisfait pas ce désir. Mais non résolu, parce que la plupart des discours politiques de droite comme de gauche, c'est on va résoudre, même si de temps en temps on dit ça fait un quart de siècle. Excusez-moi, ça fait un quart de siècle qu'on vit avec le chômage. C'est vrai qu'on vit avec un chômage élevé, qu'on se distingue de ce point de vue-là de nos voisins, qui soient... Ça fait un quart de siècle qu'on vit avec le chômage. À la fin, on a voulu dire, bon, on ne peut pas résoudre ce problème, donc on va réduire le temps de travail. C'était une stupidité dans l'ordre économique. Bon. Ça, je suis heureux que chacun... 35 heures, parce que vous n'avez pas la réponse. Mais attendez, dans l'audit du Figaro, un modèle social fragilisé par ses déficits. Vous dites, le modèle social fantôme, ségrégation, discrimination, inégalité. Pourquoi fantôme? Parce que c'est l'envers de la médaille, parce qu'il faut reconnaître que le modèle social français a
très bien fonctionné. Alors, je suis désolé de le dire. Il a très bien fonctionné parce que la France est le pays où les inégalités ont le moins augmenté. Lorsque l'on prend les mesures des évolutions des revenus en France, on s'aperçoit que c'est stable. Il n'y a pas eu d'explosion des inégalités comme on l'a connu dans d'autres pays. On s'aperçoit aussi que la France a un taux de pauvreté qui diminue constamment. Donc ça a fonctionné. On ne peut pas dire qu'il n'a pas fonctionné alors que les objectifs... Ça a bien fonctionné, ces objectifs Monique, alors le problème c'est que l'envers de la médaille, c'est que ce bon fonctionnement a été un peu éclaté, qu'il a laissé subsister un certain nombre de zones d'ombre, telles que les discriminations et la ségrégation urbaine, telles que la précarité, notamment la précarité des femmes, et telles que l'avenir incertain des nouvelles générations. Et c'est cela, l'envers du modèle social. On se retrouve avec ces trois problèmes majeurs. Et puis Corinne Meillard, ce modèle social arrive-t-il à intégrer la réalité du monde économique d'aujourd'hui? Parce que lorsque l'on le compare, par exemple, au modèle social nordique, on se rend compte que là, nous avons affaire à un modèle social avec de forts prélèvements sociaux, mais sans la même protection des statuts. Ce sont les personnes qui sont munies d'atouts, qui sont munies en quelque sorte de cartes à jouer dans une compétition économique de plus en plus dure, plutôt que les statuts qui sont protégés. Donc ne peut-on pas concevoir un modèle social efficace en termes de réduction des inégalités, qui soit beaucoup plus attaché aux personnes qu'aux statuts et qui intègre bien davantage les réalités du monde économique d'aujourd'hui? Jean-Pierre Jouyet. Réponse évidente, oui. Je veux dire, ce n'est pas parce que le modèle a bien fonctionné qu'il ne convient pas de le réformer. Deuxièmement, il y a autant de modèles scandinaves que de personnes qui en parlent. Bon. Et tout à fait d'accord avec Jean-Paul Fitt aussi, c'est un moment où en France on n'a plus rien à dire, on avance le modèle scandinave ou la flex-sécurité. La flex-sécurité n'étant qu'une version moderne du radical socialisme qui sert aux Français. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux choix. Pour caricaturer, il y a deux choix de modèles sociaux. Le premier, c'est de dire eh bien, les salariés sont protégés par la collectivité. La protection est une affaire de collectivité. Elle n'incombe pas aux entreprises. Dans ce cas-là, on donne la liberté aux entreprises d'embaucher, de ne pas embaucher, mais les salariés sont sécurisés parce qu'ils sont protégés par l'État, parce qu'ils sont protégés par la collectivité. C'est ce qui ressemble le plus au modèle scandinave. Mais ça signifie que le modèle scandinave subventionne ces entreprises. Il subventionne l'ensemble de ces entreprises en ne leur faisant pas porter le coût de la protection qui échoit aux contribuables. Mais alors, qui payent beaucoup. C'est les prélèvements qui sont élevés. Les prélèvements qui sont élevés. Et donc, il faut comprendre que ça coûte beaucoup plus cher. Si on voulait passer au modèle scandinave, eh bien, il faudrait doubler ou tripler les dépenses sociales. Il faut accepter un taux de prélèvement et un niveau de dépenses publiques peut-être plus élevé. Jean-Pierre Jouyet. Monsieur Sedien, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai que c'est le statut c'est la différence entre le statut et les personnes et qu'il faut être davantage concentré sur les personnes. C'est vrai aussi que dans le modèle scandinave, par rapport, ou dans les pays scandinaves, plutôt que de parler de modèle, il y a une grande différence quand même avec la France. C'est que vous avez, en gros, vous acceptez ce qu'on peut appeler une philosophie social-démocrate de l'État, que Jean-Paul Fitoussi a résumé, mais vous vivez aussi dans un monde extrêmement ouvert sur l'extérieur. C'est-à-dire que tous ces pays-là sont des économies extrêmement ouvertes. Nous voudrions à la fois rester avec une sorte de protectionnisme de l'intérieur et de l'autre côté avec une protection extrêmement forte sur le plan social. Je crois que cela n'est plus possible aujourd'hui. Vous êtes en train d'entendre parler sans arrêt de vos deux ennemis, le travail et l'entreprise, le lieu du travail. Oui, en effet, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur ces questions qui, en fait, comme je le disais, m'intéressent assez peu. Donc je sens que la paresse et la sieste me gagnent un petit peu. Moi, ce qui me semble dans cette campagne électorale... c'est la paresse de la riche. Le riche avec un seul livre, il faut comme seulement une activité, psychanalyste, libérale et tout. Vous dénoncez tellement le stress, la fatigue, etc., qu'ils doivent faire ils doivent défiler dans votre cabinet.
les stressés, les fatigués, je pense tous les victimes de ce dont tu d'après parles. ce que je sais et d'après ce que j'ai entendu autour de moi, en fait, c'est rare que les gens viennent pour ça, en fait. Donc c'est plus un contexte d'ensemble ou des questions d'ensemble sur l'existence plus que sur l'entreprise elle-même qui, en général... Mais ce que je l'entreprise. Non, ce qui en général n'est pas un déclencheur en soi. Non, ce que je voulais dire, c'est que je trouve, bon, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire sur la France, mais il y a quelque chose que vous devriez ajouter dans vos petites fiches, c'est peut-être un indice d'ennui. Parce que je trouve que la France, c'est un pays mortellement ennuyeux en ce moment, qui est en train de vivre une sorte de revival de ces décennies les plus emmerdantes, comme peut-être les années 50, où je n'étais pas, mais dont on m'a parlé un petit peu. Et c'est vrai que voilà, je trouve c'est un ennui terrifiant. Vous croyez qu'on s'ennuie beaucoup plus qu'ailleurs que, je sais pas, vous prenez la Finlande, qui est là pour sur certains points, c'est parce qu'il y a plus quand même. La Belgique, pour avoir vécu comme Qu'est-ce qui manque? Une guerre coloniale, une guerre... Qu'est-ce qui manque? Juste un mot, ce qui est frappant dans le livre de Corinne Meyer, c'est le décalage entre des personnes qui ont quand même des talents, une formation sérieuse et des capacités, et puis des entreprises qui ont besoin de personnel qui travaille pour elles. Et au milieu, il y a donc des chasseurs de tête ou tout le monde des recruteurs qui utilisent un jargon complètement fictif pour essayer de mettre ces personnes pleines d'originalité, de personnalité et de talent dans des boîtes dont elles pensent qu'elles sont les boîtes qui correspondent aux cases employables. Alors c'est ainsi que fleurissent des termes comme votre potentiel, votre adaptabilité, et vous montrez assez bien au fond que l'entreprise a besoin de vraies personnes qui travaillent et les vraies personnes ont besoin de vrais emplois. Et sans cette espèce d'artificialisation, sans cette espèce de bureaucratie très lourde, cette espèce de fausse science du management qui en fait n'exploite pas les talents des gens. Non, probablement, mais ça va de pair, je pense, avec une évolution d'ensemble de nos sociétés où il faut évaluer, il faut sous-peser les gens, il faut que ceux-ci rentrent dans des cases, en fait, comme des objets ou comme des petites tomates qu'on mettrait dans des caisses. Mais on en est là, en fait. C'est mauvais pour les entreprises, c'est mauvais pour les employés. Oui, c'est probablement, enfin, en tout cas, c'est dramatique. C'est une évolution qu'on peut... Les entreprises évoluent aussi. Il y a des techniques de management, il y a des techniques maintenant de plus grande attention aux ressources humaines qui se développent. Je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que véritablement il n'y ait pas encore de chemin à parcourir, mais je pense que les deux professions, paradoxalement, dans la société que vous décrivez et dans la société de demain, qui sont appelées à connaître un grand avenir, c'est la vôtre, psychanalyste, c'est celle également des chasseurs de tête, c'est celle des coachs. On entre dans une ère qui est plus complexe. Qui a intérêt, parce qu'au fond, son cri d'alarme, elle n'a pas tort de le pousser, quand on voit ce qui s'est passé dans certaines entreprises, y compris Renault, avec le développement des nouvelles techniques informatiques où le sens du travail a tellement changé qu'il y en a qui se suicident. Ça, j'étais pas tout à fait d'accord avec Mme Meyer. C'est vrai que avant, vous aviez la pénibilité physique dans l'industrie manufacturière, et ce que nous disons dans Ne m'enterrez pas la France, que nous avons dit également avec Maurice Lévy, c'est qu'il y a aujourd'hui la pénibilité, en tout cas par le stress, par une certaine anxiété et tout. Et cela. N'enterrez pas la France, dites-vous. Qui sont les fossoyeurs? Mais écoutez, les fossoyeurs, je ne crois pas que ce soit les Français qui, comme l'a dit Jean-Paul Fitoussi, ont un potentiel d'énergie qui est extrêmement important. Je ne crois pas qu'ils s'ennuient. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est plutôt un regain d'intérêt pour la politique, enfin là également sous votre contrôle, pour son propre destin. Ils ont l'impression quand même qu'on est à un tournant. Non, je crois effectivement que c'est une organisation collective et un modèle qui est en train de s'essouffler, sur lequel nous devons réfléchir, et effectivement un modèle qui a été beaucoup trop et centralisé, jacobinisé, et une classe politique aussi qui a été moins audacieuse objectivement que ne le sont les Français. Moi, je suis frappé du fait que les Français, lorsque vous faites appel à leur bon sens et tout, lorsque vous regardez les sondages d'opinion, vous regardez les enquêtes que mène Jean-Paul Fitoussi, d'autres enquêtes... Même quand on leur dit qu'il faut des mesures impopulaires, vous allez souffrir pour que ça se développe, vous dites qu'ils acceptent. Ceux qui veulent aujourd'hui, la question centrale, c'est celle du pouvoir d'achat, celle des salaires. Sur les 35 heures, ils ont quand même beaucoup évolué, les sondages ont fait. C'est pas pour rien que certaines candidates, et notamment Ségolène Royal, a pris cette distance par rapport aux 35 heures. C'est parce qu'elle sent bien aussi qu'il y a... C'est l'exercice sans doute par la preuve, enfin, que tout ça est en train d'évoluer. Vous n'aimez pas le mot déclin. Non. Vous dites, nous vivons un tournant. Les Français rêvent comme à l'époque de De Gaulle et peut-être de De Funès à la grandeur passée de leur pays. En réalité, il faut qu'ils gardent des rêves, qu'ils adaptent les rêves à ce qu'il y a de plus haut, mais sans aller plus loin que ce qu'ils sont. Il y a toujours la nostalgie en France de la grandeur. Or, comme l'a dit Jean-Paul Fitoussi, il y a sur un certain point, nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait, notamment sur le plan social, mais il y a aujourd'hui un hiatus entre un modèle social qui a très bien fonctionné dans les années 60 et une réalité économique ouverte. La deuxième chose, et là, à mon avis, la classe politique a également une responsabilité, c'est de faire croire aux Français qu'ils peuvent faire
tout par eux-mêmes, tout seuls et indépendamment du monde qui les entoure et que l'on est une grande puissance. Nous sommes une puissance influente, mais nous restons une puissance moyenne sur le plan économique. Figaro, mondialisation plébiscitée mais redoutée. Oui, et ben je crois que c'est juste, mais c'est pas une exception française. Alors là, pour le coup, je crois que la mondialisation est une chose qui est à peu près voulue et souhaitée dans l'ensemble des pays, mais aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni, vous avez également une inquiétude. Vous pourriez être d'accord, si on lit les deux textes, nos atouts, vous dites une bonne démographie. Oui. L'essentiel, c'est qu'on garde ce rythme. Jean-Paul Fitoussi, exactement. La qualité de vie, est-ce qu'elle peut rester ce qu'elle est, à condition de gommer les inégalités? On continue de s'enrichir. Oui, on continue de s'enrichir. C'est un pays riche avec des poches de grande précarité, de pauvreté, comme l'a dit Jean-Paul Fitoussi. Mais c'est un pays qui demeure un pays riche. C'est un des pays les plus riches du monde. Oui. Quand on voit les grandes entreprises qui, la semaine dernière, ne cachaient pas leur prospérité, celle du CAC 40 avec 100 milliards pour l'année dernière. On devrait plutôt s'en féliciter dans la mondialisation. Vous êtes à condition que tout le monde en profite. Oui, mais les salariés des entreprises en profitent, comme l'a dit Jean-Paul. Le problème, ce sont ceux qui sont à l'extérieur. C'est le seul pays où un patron est obligé de s'expliquer devant la presse, ou chez vous le matin, ou ici, ou dans les journaux économiques, pour dire pardon, le patron de Total, profit total, le patron se justifie. Oui, parce qu'au même moment, il nous dit qu'il licencie ou qu'il supprime des emplois sur 3-4 ans, etc. C'est ça qui passe pas, Alcatel, etc. Oui, enfin, en l'occurrence, c'était pas le cas dans la dite entreprise. Oui, mais si nous avons tant d'atouts que vous mentionnez, que vous détaillez dans votre livre, le bon niveau de qualification, le bon niveau d'infrastructure, l'attrait des investissements étrangers, la productivité du travail, etc. Et en même temps, nous avons tant d'exclus par rapport à ce dynamisme de richesse, n'est-ce pas, encore une fois, parce que, au fond, ce qui intéresse le consensus social, une des grandes préoccupations, c'est le statut. C'est protéger les statuts, c'est pas seulement faire entrer les personnes. Alors, j'aimerais vous demander comment faire pour faire entrer les personnes qui quittent pas à précariser les statuts, mais peut-être à moins fétichiser les statuts. Et puis d'autre part, juste une deuxième question. Comment comprendre ces caractéristiques du monde d'aujourd'hui, avoir la lucidité nécessaire, on n'y échappe pas au monde d'aujourd'hui, on est dedans, et y trouver le terreau, le levier pour une lutte plus efficace contre les nouvelles inégalités. Parce qu'après tout, il y a aussi de très grandes ressources. Quels sont les leviers, comme des ressources jamais vues que le monde d'aujourd'hui offre. Les leviers, Jean-Paul Fitoussi le dira, c'est une plus grande fluidité d'un certain côté. Ça, je crois que Jean-Louis Borloo a raison. Nous sommes beaucoup trop cloisonnés et il y a un certain nombre de rigidités à lever dans l'organisation du travail sur quelques statuts, enfin pas sur tous non plus, parce que vous avez des inconvénients qui sont liés aussi à des positions statutaires. Dans le système de l'enseignement supérieur, là aussi, sous votre contrôle à tous les deux, il me semble que Jean-Louis Borloo n'avait pas tort de dire qu'il y avait un cloisonnement qui était excessif et donc il fallait y remédier. Et sur le second point, alors là je suis extrêmement clair, il faut beaucoup plus de pédagogie et de pédagogie politique. Moi je m'aperçois que lorsque l'on se met à traiter de pédagogie politique ou de la part des politiques à l'opinion. Des deux, vous avez tout à fait raison. Il faut de pédagogie aux politiques pour leur faire comprendre que les Français sont davantage prêts à la réforme et au mouvement et sont devant un tournant et le souhaitent, et deuxièmement, faire comprendre aux Français par une action politique claire qu'il y a des enjeux extérieurs. Les leviers. Pourquoi vous dites vous êtes contre la vision religieuse de l'économie, simplement? Qu'est-ce que ça veut dire? La vision religieuse de l'économie qui consiste à mettre en symbole à peu près tout ce dont on entend parler aujourd'hui. C'est-à-dire la dette, ce sont nos fautes passées. Voilà. La dette, ce sont nos fautes passées. La rédemption n'est que par le travail, n'est-ce pas? Et pourquoi vous vous marrez quand on parle de la dette? Parce que vous allez dire, il ne faut pas que on parle de la dette. Je ne me marre pas du tout quand je parle. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi rire quand on parle de la dette. Mais il y a, par contre, pour un économiste, de quoi rire lorsqu'on dit on va réduire la dette publique comme ça. Il faut une politique pour réduire la dette publique. Et une politique pour réduire la dette publique, il se trouve, c'est la politique qui conviendrait le mieux aux Français, c'est-à-dire une politique qui privilégierait l'emploi et le pouvoir d'achat. Si vous conduisez une politique qui privilégie l'emploi et le pouvoir d'achat, c'est-à-dire une politique qui passe par l'investissement, qui passe par la construction de l'avenir. Construction de l'avenir, c'est un investissement. Sans investissement, il n'y a pas de croissance. Si on se trompe sur les instruments et les objectifs,
c'est-à-dire en faisant de la dette publique l'objectif plutôt que l'instrument de notre croissance, alors on risque de perdre sur tous les tableaux. D'accord sur le pouvoir d'achat, d'accord sur l'investissement, qui sont des priorités, mais d'accord aussi sur une certaine maîtrise de l'espace public et des comptes publics, parce qu'il faut les deux. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que l'État... Non, mais ce que vous voulez dire, Jean-Paul Fitoussi, il faut faire la chasse au gaspillage. Ce que vous voulez dire, c'est que le désendettement, c'est pas l'objectif final de toute politique économique. Non. Voilà. Sûrement pas. Mais il faut les Le désendettement est un objectif quand même important parce que c'est ce qui prépare l'avenir aussi et c'est ce qui permettra aux générations futures quand même de vivre dans des conditions et avec des marges de manœuvre supérieures. Et deuxièmement, nous devons concilier à la fois simulation d'activité, je suis d'accord avec Jean-Paul Fitoussi sur l'investissement, mais on ne fait plus croire aujourd'hui aux Français... On va sortir peut-être de ça. On peut paraître encore de la théorie. Dans les programmes des principaux candidats. Est-ce que vous trouvez matière à vous réjouir, vous? Je suis très heureux. Attendez, vous, Jean-Pierre Juillet. Écoutez, je trouve que pour l'expert, et là nous avons fait avec Philippe Mabille un livre non partisan, je tiens à le souligner, ce que nous considérons, c'est que cela reste un peu vague. Moi je trouve que du côté promesse, il y en a beaucoup, chez François Bayrou un peu moins que chez les autres, et du côté financement, là, on n'a pas véritablement les assurances qu'il faudrait dans l'état financier dans lequel se trouve le pays. Bon, et je pense que les Français n'en sont pas dit. Aujourd'hui, quand vous promettez, par exemple, je prends un exemple comme ça, le SMIC à 1500 €. Il y a 2 ou 3 ans, en France, on vous aurait dit pourquoi pas à 2000, pourquoi pas à 2500. Ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est... est-ce que vous êtes sûr tout de suite. Non, mais même on le dit, j'ai vu dans un programme, on le dit dans le cours de la législature, mais les gens vous disent, est-ce que vous êtes bien sûr que vous pourrez le financer? Est-ce que vous êtes bien sûr que vous ne racontez pas? Donc il y a plus de réalisme, plus de maturité. Alors et vous trouvez, qu'est-ce que vous trouvez dans les programmes? Non, moi je me réjouis Surtout que vous les avez étudiés les uns les autres. Non, je me réjouis d'une idée qui apparaît à la fois dans le programme de Madame Royal et dans le programme de Monsieur Sarkozy, idée que j'avais lancée en 1999, qui est celle du service public de la caution. Service public de la caution. Comme vous l'avez proposé, quand les prix ce que vous avez proposé? Eh bien, je suis très heureux de ça. Je veux dire, un intellectuel, quand même, ça lui fait plaisir lorsque ses idées passent à l'acte. Qu'est-ce que ça veut dire, service public de la caution? Alors, service public de la caution, c'était une idée qui permettait de combattre les discriminations et de lutter pour une égalité réelle des chances. C'est-à-dire, il n'est pas normal que des gens à revenus égaux ne peuvent pas se loger dans le même quartier. Parce que l'un a la caution de ses parents et l'autre n'a pas la caution de ses parents. Il n'est pas normal que des jeunes, certains peuvent créer leur propre entreprise sur une idée, parce qu'ils auront la caution de leurs parents, que d'autres ne le pourront pas parce qu'ils n'ont pas la caution de leurs parents. Donc, il faut mettre à l'œuvre, je sais que ce n'est pas si simple à faire qu'à dire, il faut mettre à l'œuvre un service public qui permette finalement aux idées de gagner. Parce que, je veux dire aux jeunes que toute idée est possible. Quelle autre idée dans les programmes? Ou quelle autre idée manque-t-elle? C'est la seule. Alors, ce qui manque. Je vais dire un mot là-dessus, c'est une idée extrêmement intéressante. Parce qu'un des problèmes du monde contemporain, c'est précisément qu'en dépit de tous les défauts et les inconvénients du capitalisme d'aujourd'hui, il offre des capacités d'action aux individus qui sont jamais vues. Mais encore faut-il que ces capacités d'action puissent être garanties. C'est à ce moment-là que les individus peuvent manifester leur talent, faire preuve d'initiative. Et votre système de caution publique, en quelque sorte, témoigne d'un engagement de toute la société pour laisser les individus comme plein acteurs. C'est l'État, donc il faut... Non, on demande pas d'argent à l'État. Autre chose? Non. Alors, l'idée qui manque, comme dirait Corinne Maillet. Les idées qui manquent sont de l'ordre de l'Europe. Oui. L'Europe fait défaut dans la campagne. C'est pour ça que vous dites souvent la France européenne. Oui. Vous dites pas la France française. Pourquoi est-ce que je dis la France européenne? Non, il y a une impasse européenne. Parce que la France, on sait bien. D'un des candidats, peut-être François Bayrou n'en parle plus d'autres, mais il y a une certaine impasse européenne qui est liée au traumatisme du non et du référendum. Mais c'est vrai toute impasse européenne est dangereuse. Et dangereuse. Elle est dangereuse pourquoi? Parce qu'elle fait croire aux Français
que l'Europe est essentiellement gouvernée par des processus français. Alors que c'est pas vrai. Elle est co-gouvernée par des processus français et des processus européens. Le duo. Donc, je veux dire, cela me semble un peu dangereux. Et c'est la raison pour laquelle j'avais proposé qu'on aille de l'avant dans les projets en créant la communauté européenne de l'environnement, de l'énergie et de la recherche. Bon, et là, il en parle. Oui. Ça doit être très bien payé et je veux absolument y être. Ce que vous venez de proposer, là. Eh bien voilà, vous êtes embauché. Écoutez, alors, vous si travaillez je beaucoup. peux compléter votre liste, cher ami, il y a une troisième chose qui me paraît manquer, c'est la mondialisation, bien sûr, mais une véritable réflexion sur ce que peut être l'économie de la connaissance et de l'innovation aujourd'hui, avec ce que ça suppose de transformation des structures, de l'enseignement supérieur. Je veux arriver à Jean-Pierre Jouyet. Ça existe dans le livre de Jean-Pierre Jouyet, c'est en effet une partie importante, mais d'une certaine façon, beaucoup repose là-dessus, puisque c'est notre seule source de compétitivité crédible aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. C'est un réservoir d'emploi. Qu'on entende Jean-Pierre Jouyet sur la question, notre priorité, la priorité que nous pensons que doit avoir les programmes, nous l'avons résumé par un slogan. Maternité, diversité, université. Ça veut bien dire que nous devons faire un saut vers l'avenir, apprendre. Expliquez-nous ça, parce que là... Maternité, ça veut dire on a vu tout à l'heure que le taux de fécondité est important. Ça veut dire qu'il faut pouvoir que les femmes concilient leur emploi et leur... Pour celles qui veulent. Pour celles qui le souhaitent, évidemment. Mais qu'elles n'aient pas à choisir, comme fréquemment, elles sont devant un choix. La patrie, la nation, la famille, maintenant c'est la maternité. Tous ces discours cocorico sur la natalité française, alors vraiment, on dirait que c'est vraiment le seul podium sur lequel puisse monter la France, c'est celui passez-moi l'expression, des couilles et du cul. C'est pas vrai. On est ravis, on se reproduit, c'est merveilleux. Et franchement, à la fin, ça finit par être pesant. Extrêmement pesant. Cher Corinne Meyer, ça a des conséquences sur le dépeuplement, le vieillissement, les populations sur les retards. Il y a un réservoir énorme de gens avec cerveau qui veulent venir chez nous. C'est Je vois pas l'intérêt de se réjouir comme ça. À un moment, vous devez concilier la diversité et bien comme le dit Jean-Paul Fitoussi, parce que nous avons conscience que l'immigration est aussi une chance. Donc c'est conciliable. L'important c'est... Est-ce que la natalité en soi est vraiment l'accomplissement de la réussite d'un peuple? On se croirait sous Pétain quand on lit les journaux. Non, c'est pas... Mais la démographie... Je ne caricature pas, mais c'est quand même très énervant. Ces discours sur le travail et la natalité, on dirait vraiment qu'on n'a plus que ça. C'est une source, la démographie, de croissance ou de décroissance. De croissance, c'est une source depuis M. Sauvy, depuis Alfred Sauvy, on sait. Alors, Jean-Pierre Jouyet, l'immatériel, l'économie de l'immatériel, avec 70 propositions faites à Thierry Breton. C'est vrai qu'on va malheureusement aller trop vite, mais vous dites, il faut mieux apprécier comment une entreprise crée de la richesse, parce qu'on tient trop souvent compte du chiffre d'affaires, mais on ne tient pas compte de la qualité des salariés et de qualité des rapports dans l'entreprise, etc. De son image, de son rapport à l'environnement, de sa marque. Il y a des choses, les entreprises ne comptabilisent pas suffisamment ce que sont leurs marques, ce sont leurs brevets également. Pourquoi les marques? Parce que la marque, c'est un signe distinctif, et c'est ce qui fait. Vous avez une marque ici, lorsque vous faites la bibliothèque Médicis, d'autres groupes ont une marque très reconnue, et dans un monde qui justement est en quête, qui est très diverse, mais qui est en quête d'identité malgré tout, la marque est un repère, et donc pour les entreprises, de s'asseoir davantage sur leur marque, de s'asseoir davantage sur leur image, est aujourd'hui une chose extrêmement importante pour qu'elle soit mieux connue à l'étranger. De même pour la France, et c'est un des problèmes, c'est là où je ne suis pas d'accord, alors peut-être me faire traiter de tous les mots, mais ce qui est important également, c'est que la France, effectivement, soit mieux son image, son potentiel, les atouts qu'elle a par rapport à l'étranger. Nous le disons aussi, il faut faire très attention aux différents classements, même s'ils sont erronés, en ce qui concerne le rang de nos universités, de nos écoles. Anne-Marie Moreau, ma collaboratrice, me rappelle que dans le rapport, en 15 ans, vous notez que les actifs immatériels ont été multipliés par 8 dans le bilan des grandes entreprises françaises. Dans le bilan des grandes entreprises, c'est quand même assez extraordinaire, c'est plus de 70 milliards d'euros aujourd'hui, ça ne l'était pas il y a 15 ans, et vous trouvez cela, il n'y a pas d'opposition entre le fait que la France
France reste une puissance industrielle. Souvent on parle du déclin industriel français. Ça reste comme les autres pays européens. La France reste, là pour le coup, une puissance industrielle moyenne, et l'immatériel vaut aussi sur Saint-Gobain, dans la sidérurgie. Donc la marque, c'est Total, dans d'autres les droits d'auteur, etc. Mais pourquoi vous voulez renforcer le rayonnement des musées français? Écoutez, ce que l'on veut faire en sorte, c'est que les musées français puissent exploiter plus librement leur patrimoine, de même que nous voulons faire en sorte que les universités, que les laboratoires de recherche puissent mieux valoriser leurs résultats. Il n'y a pas de raison que le Louvre, Orsay ne puissent pas mieux valoriser leur patrimoine, qu'ils soient plus libres de le faire. À Abu Dhabi ou à Dubaï, c'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Je dis c'est très bien. Et la réaction des conservateurs de musées, ou des anciens conservateurs de musées? Je dirais que les conservateurs portent bien leur nom. Ouais. Alors, si je peux me permettre sur la question des classements des universités, parce que ça c'est tout à fait symptomatique, on est dans un cas où, en effet, il y a concurrence, il y a émulation, et donc on doit accepter le principe du classement, mais en même temps on doit refuser le monde uniformisé et le monde où les classements se font selon des critères à l'élaboration desquels nous n'aurions pas participé. Donc les critères, par exemple, de classement de l'université de Jiantong à Shanghai sont conçus selon un certain modèle d'université. En Europe, nous avons des modèles différents et donc il faut engager une discussion constructive pour essayer de construire des critères de classement qui reflètent le plus possible les différents types d'excellence, de perfection, même qui peuvent exister dans le monde de l'enseignement supérieur. Donc là, il faut revenir acteur dans cette réflexion sur les critères de classement. Mais ce que nous disons dans N'enterrez pas la France et dans le rapport, ce que nous disons, c'est qu'il faut y faire attention. Je sais bien tous les défauts. Et qu'il faut qu'il y ait un système de veille pour regarder, nous nous situons par rapport à ça. Et comme le disait Jean-Louis Borloo, et là je suis assez d'accord avec lui, il faut quand même réfléchir à notre système qui est beaucoup trop cloisonné. Vous avez une conférence des grandes écoles, vous avez une conférence des présidents d'université, vous avez différents silos, mais vous n'avez pas assez de passerelles entre les deux. La croissance de demain, si on vous écoute, avec le développement de l'Internet aussi qui est en train de bouleverser de très nombreux secteurs d'activité, la croissance de demain, elle repose sur les services et les savoirs. Vous avez une chance avec vos savoirs. Non, moi, d'abord, je ne suis pas au service de la collectivité, je suis au service de mes propres envies, de mes désirs, et je me moque éperdument de la croissance, du futur de la France, de l'avenir de nos sociétés. C'est pas mon objectif. Pour moi, ce qui compte, c'est ce que moi j'ai vraiment envie de faire. Oui, mais en fait, ce qui est bien, c'est que le système vous permet d'avoir cette attitude. Vous ne pouvez pas tenir des discours convenus aux gens sur il faut faire des bébés parce que plus tard ça va provoquer de la croissance. Mais c'est des discours comme ça, vraiment. Évidemment, vous venez. Non, c'est vrai que vous avez une tradition. Oui, là. Non, puis en Suisse. Mais c'est vrai qu'en Suisse, il y a plutôt une tradition malthusienne. Dans d'autres pays germaniques, vous avez cette tradition-là. Bon, mais c'est pas une raison pour en vouloir aux Français d'avoir un certain art de vivre, d'avoir une certaine confiance dans l'avenir. Je ne vois pas ce plan-là. Et de penser à autre chose qu'à soi-même. Et de penser à autre chose qu'à soi-même. Je veux dire, c'est d'être altruiste. Alors, vous pouvez, c'est peut-être aussi vous. Écoutez, c'est pas en débitant des discours convenus que vous êtes spécialement plus altruiste que moi. Alors, parce que non, mais attendez, parce que bon, le côté, c'est d'ailleurs un égoïsme sympathique. C'est pas de l'égoïsme. Mais c'est de l'égoïsme. Si vous voulez, tout de même, quand on vit dans une société à un moment donné, c'est pour faire des choses intéressantes. Vous vivez à Bruxelles. Vous vivez à Bruxelles, mais ça, on le comprend très bien. Vous vivez à Bruxelles. Vous vivez à Bruxelles. Vous venez donner des leçons, quand même, sur ce que doit être le comportement français, Non, j'ai donné aucune leçon. C'est vous qui en donnez. Mais non, je n'ai donné aucune leçon. Non, mais en général, je ne donne pas de leçon. Non, mais c'est vrai. Alors, vous ne donnez pas de leçons. Vous m'avez l'air spécialement doué pour la question. Par ailleurs, je suis également française, donc je ne donne pas de leçons aux Français, je m'exprime également en tant que Française. Vous avez choisi d'aller à Bruxelles et de vous asseoir sur une chaise entre les Flamands et les Wallons. Et je vais à Bruxelles, alors j'ai vécu à Bruxelles. Je vois pas très bien le rapport. Jean-Pierre, je voulais quand même parler d'une question qui est en même temps une réponse à la question de Monique Cantos-Sperber, qui était la question de l'échec de l'intégration. Bon. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un défaut d'intégration. Mais maintenant, on peut se dire, et c'est une question que je vous pose, maintenant, à mon tour, est-ce que la France n'a pas réussi une mondialisation miniature au sein de son territoire? Est-ce que c'est pas le pays qui, dans les 50 dernières années, en tout cas en Europe,
a connu la plus grande diversification de sa population. Et est-ce que le fait d'avoir accompli en son intérieur cette mondialisation-là n'est pas un atout pour l'avenir? Le fait d'avoir su procéder à ces intégrations qui étaient quand même beaucoup plus importantes que celles de n'importe quel autre pays européen. C'est vrai aussi que par rapport aux autres, ce qu'on a voulu donner comme modèle, comme le modèle anglo-saxon, l'intégration française a très très bien fonctionné. Et c'est un des pays qui, sans doute, accepte le mieux la diversité en dépit des espaces, et c'est en son sein. En son sein, mais pas tout à fait dans les esprits et pas dans le discours politique. Pas dans le discours politique. Exactement. Alors que dans la réalité quotidienne, c'est sans doute un des plus mondialisés. Alors la diversité est une bonne chose, mais les passerelles d'une condition à l'autre est une excellente chose aussi. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'un enfant inventif, intelligent, qui naît dans un milieu très défavorisé, avec des parents culturellement très démunis, sans véritable logement, eh bien, quelle chance a-t-il de trouver les passerelles qui le conduiront à d'autres de la société? C'est cette question à laquelle nous devons répondre. Si le système social s'y adapte. Bien sûr qu'il a une chance si on met en œuvre des mesures égalitaires comme le service public de la caution. Bien sûr. Il faut aussi en garder des chances. L'éducation est au premier rang des priorités. C'est quand même là que s'est fait l'intégration française, dont parlait Jean-Paul Fitoussi. Et c'est le grippage de cette mécanique qui aujourd'hui fait que nous rencontrons un certain nombre de difficultés. Il faut une égalité active. Il y aura d'autres émissions sur l'économie. Votre but, vous l'avez dit, c'est de dessiner un petit portrait ou une caricature de l'époque et de faire rire. Sérieusement, vous y arrivez. Et d'introduire du désordre, parce qu'on n'a pas assez... Ça va, vous avez réussi. Là, en même temps, vous avez rien. Méfiez-vous, ils sont capables de vous embaucher. Méfiez-vous, mais je cache l'alerte. Avec la présidentielle 2007, nous avons eu droit à une pluie féconde de livres, on le voit, de livres politiques et de livres économiques, et vous avez montré à travers toutes vos déclarations, celles de Jean-Louis Borloo, de Monique, de vous, Corinne Meyer, vous deux, qu'on pouvait en parler avec passion, et d'une manière accessible, parler de l'économie de cette façon. Et puis il y a des tas de livres. À la Bibliothèque des sciences humaines, l'économie des singularités, Lucien Carpic, vous le connaissez, chez Gallimard, je vous l'offre. Laurent Mauduit, c'est un pamphlet, un assassinat symbolique en règle d'Alain Minck, l'éminence grise, presque intouchable de patron français célèbre. Aussi bien un pamphlet contre le système Minck, contre une photo du capitaliste français, plus un pamphlet qu'un règlement de compte, à lire mais avec un œil distant, critique, indépendant. Je pense qu'il le voulait aussi, mais je vous le donne. Je le laisse. Voilà. Mais on lui en donnera un autre. C'était Bibliothèque Médicis qui tient sa promesse, cherche à tenir sa promesse, vous aider à comprendre la France telle qu'elle est dans le monde, tel qu'il est en train de devenir, en pleine effervescence électorale. C'est une grande chance d'aborder les enjeux et peut-être, avec modestie et humilité, de faire avancer quelques idées de solutions. De temps en temps, ça marche. Bibliothèque Médicis, réalisée par Jean-Louis Cap, aujourd'hui, avec le talent de Anne-Marie Moreau, Françoise Malanty, Céline Mévélec, Marie-Madeleine Rigopoulos. À bientôt, toujours avec la même passion, la même force et le même plaisir de vous retrouver. À bientôt.